Bonjour à tous et bienvenue pour ce 7e résumé de livre de l'année. Aujourd'hui on va parler du mythe de Sisyphe d'Albert Camus. Albert Camus est né en 1913 en Algérie, il sera élevé à Bellecour dans un milieu assez populaire par sa mère et sa grand-mère. Son père est mort pendant la Première Guerre mondiale. Il se fait remarquer par son instituteur Louis Germain qui le poussera à continuer les études alors que sa mère et sa grand-mère voulaient qu'il arrête pour qu'il commence à travailler directement. Son professeur va l'aider à obtenir une bourse, il pourra donc continuer ses études et d'ailleurs ce professeur-là serait très important dans sa vie puisque Camus lui dédiera son prix Nobel qu'il gagnera en 1957. Albert Camus est très connu pour ses ouvrages que sont La peste et L'étranger, mais il est également aussi connu pour ce traité Le mythe de Sisyphe dont je vais vous parler aujourd'hui. Le mythe de Sisyphe, c'est un traité sur l'absurdité de la vie et le comportement qu'il faut avoir face à celle-ci. C'est un traité qui est composé de 4 parties et je vais essayer de vous résumer les pensées globales de chaque partie et surtout je vais vous donner des citations que j'ai bien aimées dans chacune des parties. Première partie, un raisonnement absurde. Pour Camus, il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut la peine ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Le sens de la vie est la question la plus pressante puisque des gens meurent parce qu'ils n'ont pas de sens dans leur vie et d'autres se font tuer pour des idées, pour des illusions qui leur donnent une raison de vivre. Pour Camus, c'est évident, il n'y a pas de sens à la vie. La vie est quelque chose d'absurde et il dit donc qu'en fait il y a deux comportements qu'on peut avoir face à cette absence de sens dans la vie. Le premier comportement qu'on peut avoir, la première solution, c'est de se suicider. En effet, le suicide, c'est avouer en fait que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Le suicide, c'est donc une solution face à l'absurdité de la vie. Mais Camus nous dit que le jugement du corps est tout aussi important que le jugement de l'esprit et que le corps, de base, il se bat pour rester en vie. Et donc, pour lui, très vite, le suicide, c'est une mauvaise solution parce que il faut aussi bien écouter son corps que son esprit et son corps se bat pour vivre. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas se tuer. La deuxième solution pour Camus, c'est ce qu'il appelle l'esquive mortelle, c'est en fait avoir de l'espoir. C'est espoir d'une autre vie qu'il faut mériter, ou tricherie de ceux qui vivent non pour la vie elle-même, mais pour les quelques grandes idées qui la dépassent. La sublime lui donne un sens et la trahit. Donc pour Camus, la deuxième solution face à l'absurdité de la vie, c'est de trouver une raison de vivre, une illusion qui va nous permettre d'avoir envie de vivre, de pouvoir se masquer en fait cette absurdité de la vie-là et d'avancer grâce à cette illusion-là. Ensuite, il va parler un petit peu de l'origine de cette absurdité, d'où elle vient et comment est-ce que l'humain se rend compte que la vie est absurde. Il dit à un moment, le sentiment de l'absurdité, au détour de n'importe quelle rue, peut frapper à la face n'importe quel homme. Donc pour Camus, vraiment, l'absurdité, on peut s'en rendre compte de plein de manières différentes, mais elle peut frapper vraiment à tout moment n'importe quelle personne. Mais il dit quand même que c'est souvent un sentiment de lassitude qui nous pousse à prendre conscience de l'absurdité de la vie. Cette lassitude, pour Camus, elle naît d'un enchaînement d'actions machinales. Donc c'est par exemple quand on vit la même chose à répétition. Donc par exemple quand on va, je sais pas, pendant plusieurs années vivre dans la même ville, petit déjeuner, manger les mêmes choses le matin, prendre le métro pour aller au même travail, faire le même travail avec les mêmes collègues, rentrer chez soi avec la même femme, avec le même décor, etc. Et donc c'est quand on ressent ce sentiment de lassitude qu'on va commencer à se poser des questions du genre pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai cette vie-là et pas une autre, quel est le sens de ma vie. Et quand on commence à se poser ces questions-là, pour Camus, on arrive très rapidement face à l'absurdité de la vie. On se rend compte que peu importe ce qu'on fera sur Terre, on finira tous par mourir, on finira tous par être oubliés. Je veux dire, est-ce que vous connaissez le nom de vos arrière-arrière-grands-parents? Je pense pas. Est-ce que d'autres personnes sur Terre les connaissent? Je pense pas non plus. On disparaît très vite, donc il y a quelques personnes connues qui vont résister à vivre à travers les époques. On connaît, je sais pas, on connaît, j'ai parlé de Marc Aurèle dans le dernier livre, on connaît encore Marc Aurèle, on connaît Toutankhamon, mais en fait il reste quasiment rien de ces gens-là, donc finalement, peu importe la vie que tu vas mener sur Terre, tu finiras par être oublié. Donc rien n'a vraiment d'importance. Donc une fois que tu prends conscience de l'absurdité de la vie, tu as deux possibilités. Soit tu décides de fermer les yeux vite et de retourner dans ton train-train, ou alors de retourner dans la vie, moi ce que j'appelle la matrice, ce que Camus appelle la chaîne. Soit tu choisis de rester éveillé. Et dans ce cas-là, quand tu restes éveillé, donc c'est vraiment, on est dans Matrix, c'est vraiment la pilule bleue, la pilule rouge. Et quand tu décides de rester éveillé, tu as encore deux choix qui se proposent à toi. Soit tu décides de te suicider, c'était ce que Camus évoquait au début du livre, mais Camus pense que c'est pas une super idée. Et parce que si tout le monde fait ça, bon il n'y a plus d'humanité. Et deuxième solution, c'est le rétablissement. C'est-à-dire que tu reviens dans ta vie ou dans un autre poste où tu changes de vie, hein, mais tu reviens dans la vie normale entre guillemets, en étant conscient, en étant en pleine conscience. Et donc tu n'agis plus en étant bercé par l'illusion d'un sens dans ta vie. Tu sais que la vie est absurde, mais tu es là pour kiffer, tu es là pour faire ton truc.
et que tu sois en train de, je sais pas, de mettre des lettres dans des boîtes aux lettres, ou que tu sois en train d'aller sur la Lune en tant qu'astronaute, et bah c'est cool, tu vois, genre, t'es là juste pour kiffer, tu vis ta vie, tu essaies d'être le meilleur dans ce que tu fais, et puis c'est tout. Maintenant, pour aller sur l'origine de l'absurde, Camus va nous dire en fait que depuis toujours on tente d'expliquer le monde, mais on bloque toujours. On bloque sur des paradoxes, on bloque sur le fait qu'en fait comprendre le monde, c'est le réduire à l'humain. Donc l'humain, c'est nous, on va analyser le monde avec nos paramètres, avec ce qu'on peut voir, avec ce qu'on peut comprendre, avec le langage. Donc c'est nous, on va créer des mots qui vont nous permettre de déterminer des concepts, mais c'est nous qui avons créé ces mots. Donc en fait, on voit directement qu'il y a une grosse limite à cette compréhension du monde. Et donc pour Camus, on peut toujours toucher le monde, juger qu'il existe, mais il y a une impossibilité de saisir ce moi, qui est en fait la conscience. Et en fait, ce que dit Camus, c'est que pour toujours, je serai étranger à moi-même. Ça, c'est une citation de Camus. Il veut dire qu'en fait, on ne peut pas se comprendre soi-même, et qu'à partir de ce moment-là, on ne peut pas comprendre le monde qui nous entoure, parce que si on ne se comprend pas soi-même, c'est impossible de comprendre avec quoi on appréhende et on essaie de comprendre le monde. Camus dit ensuite que par la science et par la poésie, on peut énumérer, décrire ou théoriser le monde, mais on ne peut pas le comprendre. Et donc la conséquence de tout ça, c'est qu'en fait, on va pouvoir établir des vérités, mais il n'y aura pas une seule vérité, puisqu'il y a plusieurs manières d'apprendre le monde et qu'il n'y en a pas une qui est plus juste que l'autre. Le monde n'est donc pas rationnel, on ne peut pas comprendre le monde. Et là, il y a une citation qui est incroyable que je vais vous donner tout de suite. Camus dit « Ce qui est absurde, c'est la confrontation de cet irrationnel et de ce désir éperdu de clarté dont l'appel résonne au plus profond de l'homme. » C'est incroyable, il dit en gros que voilà, le monde il est irrationnel, on ne peut pas le comprendre. De base, c'est pas un truc qu'on peut comprendre, qu'on peut clarifier. Et pourtant, l'homme a un désir de clarté, on a besoin de comprendre. Donc on va essayer de tout classer, on va essayer d'analyser, avec la science, avec la poésie, avec ce que vous voulez. On va essayer de comprendre le monde et de l'analyser. Mais en fait, on ne peut pas parce que de base, le monde est irrationnel. Et donc là, en fait, on revient sur l'origine de l'absurde. D'où vient l'absurde? Et en fait, Camus nous dit que le lien entre le monde et l'homme, ce qu'on vient de voir, c'est ça l'absurde. C'est qu'il y a un besoin de clarté de l'homme face à quelque chose qui n'est pas clair et qui ne peut pas être clair. Et donc c'est ça qui fait l'absurde et c'est ça qui fait que la vie n'a pas de sens et qu'on est forcément condamné à l'absurdité. Et cette absurdité ne doit pas être vécue comme quelque chose de mal, puisque Camus nous dit, à partir du moment où elle est reconnue, l'absurdité est une passion la plus déchirante de toutes. Et ça c'est magnifique. À partir du moment où tu acceptes l'absurdité de la vie, à partir du moment où tu ne te suicides pas alors que tu as compris que la vie n'avait aucun sens, tout est magnifique. Tu peux faire ce que tu veux, peu importe ce que tu feras, enfin, on s'en fout en fait. Tu peux être boulanger, après tu peux monter une start-up, tu peux faire du poney pendant des années, enfin, je veux dire, tu fais ce que tu veux comme activité, on s'en fout, ça, la vie de manière n'a pas de sens. Donc c'est quand tu prends conscience de ça, tu peux enfin vivre à proprement parler et apprécier la vie sans avoir aucune illusion et en étant en pleine conscience du fait que la vie n'a pas de sens et que, entre guillemets, rien n'a d'importance. Donc s'il faut retenir un petit peu tout ce que je viens de dire jusqu'à présent en une seule phrase, qui est encore une fois magnifique de Camus, l'absurde naît de cette confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde. L'humain cherche des réponses, et le monde n'apporte aucune réponse. Et c'est ça qui est génial, l'absurdité c'est ça. Donc jusqu'à ce moment dans l'ouvrage, Camus demandait un petit peu s'il fallait avoir un sens pour que la vie vaille la peine d'être vécue. Et là, il commence à dire que finalement, il n'y a pas forcément d'avoir de sens pour vivre sa vie. Le monde, pour lui, a peut-être un sens qui nous dépasse, et c'est notre conscience qui nous en coupe. C'est parce qu'on se pose plein de questions, etc., qu'on ne peut pas vivre pleinement. Il dit d'ailleurs un truc du genre « si j'étais un chat ou un arbre, je ferais partie de ce monde », pour dire qu'en fait, le fait d'être un humain et de se poser des questions, ça nous coupe un peu du monde, parce que justement, on se pose des questions, et notre conscience, elle cherche un sens là où il n'y en a pas. Et là, je vais vous donner encore une citation qui est cool à ce sujet-là. Il dit « Pour un homme sans œillère, il n'est pas de plus beau spectacle que celui de l'intelligence aux prises avec une réalité qui le dépasse. » Donc là, c'est ce que je viens de dire, c'est il ne faut pas chercher un sens, il n'y en a pas. On arrête de se faire chier à se poser des questions, on accepte la vie comme elle est, on kiffe avec nos sens, et on va arrêter de se poser des questions, se tracasser pour rien, accorder de l'importance à ce qu'il n'y en a pas. C'est une des bases du stoïcisme dans la dernière vidéo que j'ai faite sur Marc Aurèle. Et on vit tout simplement. Donc pour revenir sur le fait qu'il n'y a pas une seule vérité, mais qu'il y a des vérités, Camus dit « Je comprends alors pourquoi les doctrines qui m'expliquent tout m'affaiblissent en même temps ». Pour Camus, le fait d'accepter une doctrine, une religion par exemple, qui va nous expliquer le monde, c'est s'affaiblir. Parce qu'on accepte une vérité, on nous dit voilà, la vie c'est comme ça, et on va pas se confronter à la vie en fait, parce qu'on va se dire, on va avoir des réponses à des choses qui ne devraient pas en avoir. Et donc on va pas se confronter à l'absurdité,
Et pour Camus, la seule manière de se renforcer et de pouvoir vivre pleinement en toute conscience et de vivre heureux, c'est justement de faire face à l'absurdité du monde et de s'en contenter et de ne pas être dans l'espoir, dans l'attente de quelque chose. Parce que quand on vit selon une doctrine, que ce soit une doctrine religieuse, le christianisme, l'islam, le judaïsme, ce que tu veux, ou que ce soit une idéologie, le communisme, même le féminisme, ce que tu veux, c'est avoir l'espoir d'un futur meilleur. Là, Camus dit arrêtez d'attendre un futur meilleur, arrêtez d'avoir de l'espoir vers quelque chose d'autre, juste vivez la vie pleinement dans l'instant présent. Là, je vais vous donner encore une citation qui est assez cool sur ce sujet-là. Il dit « Si je me persuade que cette vie n'a d'autre face que celle de l'absurde, si j'éprouve que tout son équilibre tienne à cette perpétuelle opposition entre ma révolte conscience et l'obscurité où elle se débat, donc le monde et son côté irrationnel, si j'admets que ma liberté n'a de sens que par rapport à son destin limité, alors je dois dire que ce qui compte, ce n'est pas de vivre le mieux, mais vivre le plus. » Ça, c'est vraiment ouverture vers un autre point qu'on va aborder plus tard dans l'ouvrage, mais que si on part du principe qu'il n'y a pas de sens à la vie, que la vie est absurde, et ben en fait il n'y a pas de meilleure vie entre guillemets. On ne peut pas déterminer une vie qui serait meilleure qu'une autre, puisque tout est absurde. Et donc le but de la vie, ce ne serait pas de vivre le mieux, mais vivre le plus. C'est-à-dire qu'il faut explorer le champ des possibles, il faut aller essayer de vivre le plus de choses possibles, parce que c'est ça le but de la vie, c'est d'expérimenter et de vivre le plus de choses possibles. Alors quand j'ai lu ça, j'étais en voyage au Bénin, je revenais du Chili, donc j'étais vraiment en mode voyage, et quand j'ai vu ça, je me suis dit putain mais c'est exactement ce que je vis moi. Camus a mis des mots sur ce que je pense depuis le début et tout, mais en fait j'ai pris conscience juste après parce qu'il a dit une phrase qui est juste derrière, qui en fait vivre le plus, c'est pas forcément voyager partout, etc. C'est vraiment vivre le plus d'expériences possibles en général, et que en fait on a tous un nombre d'opportunités similaires qui nous est proposé, et puis il y a ceux qui vont les saisir et ceux qui vont pas les saisir, et donc en fait vivre le plus, c'est juste déjà être conscient de l'absurdité de la vie et conscient qu'il faut saisir le plus d'opportunités possibles et expérimenter le plus de choses possibles en général. Pour résumer ce chapitre, Camus tire 3 conséquences de l'absurde, révolte, liberté et passion. Face à l'absence de sens dans la vie, il faut ni se suicider ni espérer, parce que suicider, bon, bah, c'est pas bien, ça sert à rien parce que tu meurs, et espérer, bah, c'est vivre dans le mensonge, c'est vivre selon les doctrines d'une religion, d'une idéologie ou ce que tu veux, et ça te fait vivre en fait dans l'illusion, et ça t'empêche de vivre pleinement. Et le refus du suicide, c'est vraiment l'exaltation de la vie, c'est le fait de vivre pleinement et d'explorer le champ des possibles, et c'est ça les qualités de l'homme absurde. Deuxième chapitre, l'homme absurde. Camus va découper ce chapitre en 3 parties, dans lesquelles il va en fait présenter des modèles d'hommes absurdes, des modèles d'hommes qui vivent en acceptant complètement l'absurdité de la vie. Premier sous-chapitre, c'est le donjuanisme. Camus va donc parler de Don Juan, le personnage de Molière, qui pour lui est un exemple de l'homme absurde. Camus ignore complètement le côté négatif de Don Juan, son attitude séductrice, égoïste et parfois un peu cruelle, pour vraiment prendre que sa valeur représentative de la condition de l'absurdité de l'homme. Don Juan, c'est quelqu'un qui transgresse toutes les lois humaines et divines, il vit sans soucier du lendemain, il va passer de femme en femme et il va juste s'occuper de ses désirs et son désir de vie dans l'instant présent. Et Camus va dire une phrase qui est géniale, il dit « Pourquoi faudrait-il aimer rarement pour aimer beaucoup ?» Ça, c'est clairement une illustration de l'homme absurde. On a gardé depuis des années cette idée que pour aimer vraiment, enfin l'amour véritable, c'est un amour unique, c'est tu peux aimer qu'une femme dans ta vie, c'est le concept de l'âme sœur, du mythe de l'amour d'Aristophane dans le banquet de Platon par exemple, et qu'il faudrait aimer une seule femme pour l'aimer beaucoup. Et Don Juan, c'est l'exemple inverse de ça, parce que pour Camus, Don Juan, toutes ces femmes, il leur manque pas de respect et il les aime toutes avec une vraie passion, il les aime véritablement, il est foncièrement amoureux de chacune d'entre elles, mais juste il est là pour explorer le plus possible, et donc il va tomber amoureux de plein de femmes différentes. Et donc là on revient sur le concept qu'on vient de voir dans le chapitre 1, sur le fait qu'il faut explorer le champ des possibles et qu'il ne faut non pas vivre le mieux, mais vivre le plus. Et là Camus le répète avec une nouvelle phrase, il dit « Ce que Don Juan met en acte, c'est une éthique de la quantité, au contraire du saint qui tend vers la qualité. Ne pas croire au sens profond des choses, c'est le propre de l'homme absurde. » Et donc ça, c'est encore une fois une illustration de l'homme absurde, c'est qu'il faut arrêter de vouloir vivre le mieux selon des règles ou une morale ou ce que tu veux. Il faut vivre le plus, et la quantité est plus importante que la qualité. Le deuxième sous-chapitre, il est sur la comédie. Pour Camus, l'homme absurde, il est intéressé par son destin et par sa vie. Et il n'y a que ça qui l'intéresse véritablement, et c'est pour ça qu'il doit être fasciné forcément par le théâtre, le cinéma et la poésie. Parce que ces 3 domaines lui permettent d'explorer
des scénarios possibles de vie qu'il pourrait avoir. Ça doit l'inspirer en fait pour pouvoir ensuite mener sa vie comme il l'entend. Pour Camus, l'homme absurde, c'est celui qui va vraiment multiplier les expériences de vie et qui va vivre plusieurs vies dans une seule vie. Et pour ça, le théâtre, c'est incroyable parce que ça permet justement de jouer plusieurs rôles. Donc pour Camus, le théâtre, c'est vraiment un moyen d'explorer plein de vies, une diversité de vies, assez rapidement, parce que on rentre dans la peau d'un personnage, on le joue, et puis une fois qu'on a fini de jouer, on est sorti de ce personnage-là. Alors bien sûr, ça s'applique au théâtre, mais interprétation personnelle, on peut le faire aussi dans sa vie, en changeant régulièrement de métier, de pays, de cercle d'amis, de ce que tu veux, tout en gardant forcément, bien sûr, des attaches dans tous les endroits où tu as été ou dans tous les modes de vie que tu as eu, mais pour vraiment expérimenter le plus de vie possible. Ensuite, Camus cite Nietzsche qui dit ce qui importe, ce n'est pas la vie éternelle, c'est l'éternelle vivacité. Et bon, ça, j'en ai déjà parlé dans Ainsi parlait Zarathustra avec l'éternel retour, mais il faut arrêter d'imaginer une vie éternelle et il faut vivre l'instant présent avec une intensité. Troisième sous-chapitre, c'est la conquête. Pour Camus, les conquérants sont les hommes qui ont vraiment conscience de la puissance de l'esprit humain. Et alors, conquérant, c'est dans le sens avoir la volonté d'explorer le champ des possibles. C'est pas conquérant, vouloir être le premier, vouloir être guerrier, etc. C'est pas du tout ça, c'est vraiment vouloir conquérir les potentiels de vie qui peuvent exister. Et il y a plusieurs citations que je vais vous dire là-dessus. Premièrement, il dit « Il vient toujours un temps où il faut choisir entre la contemplation et l'action. Cela s'appelle devenir un homme. » Effectivement, c'est très facile de rester tout le temps dans la contemplation et de ne jamais se lancer véritablement. Donc là, Camus appelle à se lancer. L'homme absurde, c'est quelqu'un qui se lance tout le temps, qui va se lancer sur plein de projets différents, qui va ne jamais avoir peur de changer fondamentalement son cadre de vie, etc. Et ensuite, il dit « Oui, l'homme est sa propre fin, et il est sa seule fin. S'il veut être quelque chose, c'est dans cette vie. » Donc là, c'est pour rappeler encore une fois que t'as qu'une vie, donc c'est maintenant que tu dois explorer à fond. Genre, c'est trop évident comme conseil en fait, mais oui, c'est ça, on a une seule vie, donc personnellement, j'ai envie de découvrir plein de trucs, il y a plein de métiers qui m'intéressent, il y a plein de langues que j'ai envie d'apprendre, il y a plein de cultures que j'ai envie de découvrir, etc. Et on n'a pas 30 vies pour le faire en fait, donc c'est maintenant qu'il faut le faire, et donc il ne faut pas se laisser happer par la matrice. Ce mot il va souvent dans mes vidéos, vous verrez, mais dans la matrice, il ne faut pas se laisser happer par il faut que je respecte ce schéma-là parce que c'est comme ça que je vais pouvoir réussir, la sécurité, ça c'est des trucs qui te tuent ta vie, en fait tu vis pas de vie quand tu fais ça. Après il y a des gens qui sont très heureux en restant dans la contemplation et en étant dans le confort sans aucune aventure, tant mieux pour eux, c'est très cool, mais quand tu es un homme absurde, tu dois avoir envie justement d'explorer le champ des possibles et de vivre ta vie le plus intensément possible. Chapitre 3, la création absurde. Pour Camus, la création c'est un sujet qui est assez délicat, parce que, notamment la création artistique, parce que pour lui, dans la création, la tentation d'expliquer est la plus forte. Peut-on vraiment surmonter cette tentation? En effet, quand tu crées quelque chose, c'est pour montrer aux autres, etc. Donc tu as envie de l'expliquer. Tu as envie d'expliquer pourquoi tu as fait ça, tu as envie d'expliquer le sens de ton œuvre, tu as envie de trouver un sens à ce que tu fais, parce que sinon, quel intérêt de créer en fait? Et c'est ça qui est vraiment compliqué, parce que quand tu crées, il faut arriver à créer en se disant que ça n'a pas de sens et que ça sert à rien. Donc après plusieurs raisonnements, plusieurs questionnements de Camus tout au long du chapitre, il arrive sur la conclusion que travailler, créer pour rien, voir son œuvre détruite en un jour en étant conscient que cela n'a pas plus d'importance que de le bâtir pour des siècles, c'est la sagesse difficile que la pensée absurde autorise. C'est super compliqué de créer quelque chose, créer un projet, créer une œuvre, en se disant que, en fait, on s'en fout. Et que arriver à, je sais pas, par exemple, créer une œuvre d'art, créer un tableau, le finir et le brûler immédiatement, c'est tout autant cohérent que de créer Léonard de Vinci qui fait la Joconde qui reste des siècles dans un musée. Et qu'en fait, rien n'a de sens et que c'est la même chose. Il faut arriver à se dire que le temps efface tout ce qu'on crée et que il faut arriver à accepter ça. Dans ce chapitre sur la création absurde, Camus évoque aussi d'autres sujets. Il parle à un moment d'argent et d'ambition. Il dit que c'est des éléments dont il faut absolument se méfier parce qu'on veut gagner de l'argent pour vivre heureux, le bonheur est oublié, le moyen est pris pour la fin. C'est-à-dire qu'on pense que ça c'est un sujet qui est, je le remarque alors que c'est pas vraiment dans le thème du truc, mais l'argent c'est un truc qui est super parce que ça me permet de faire plein de choses,
mais dans cette course à l'argent, beaucoup de gens se perdent et qu'on a tendance à vraiment, même si on est conscient que l'argent, enfin, il y a plein de petits dictons pourris, l'argent fait pas le bonheur, etc. Mais ces dictons pourris, on les connaît, mais malheureusement, quand on se lance dans le truc, sans s'en rendre compte, on va se perdre dans l'argent. Par exemple, sur le schéma classique d'une carrière, quand tu vas gagner, tu commences ton taf, tu gagnes 2000 € par mois, tu vas vivre d'une certaine manière assez bien et tout. Ensuite, tu vas te dire, ouais, je travaille 3 ans et après, je me barre pour voyager un peu, pour vivre mes rêves. Et finalement, 2 ans après, on te propose une promotion, tu vas gagner 2500. Tu te dis, putain, c'est génial. Donc tu acceptes la promotion, tu restes en disant, je reste 2 ans de plus, que je gagne encore plus d'argent, mais tu augmentes ton niveau de vie. Donc du coup, tu peux pas épargner non plus. Donc en fait, tu es toujours bloqué. Bref, c'est un schéma qui est assez classique. Et souvent, la recherche on finit par se perdre dans cette recherche d'argent sans vraiment vivre sa vie. Et on passe du coup à côté de sa vie en essayant de gagner de l'argent pour vivre sa vie. C'est un gros paradoxe. Et ensuite, sur l'ambition, moi j'ai toujours cru que c'était quelque chose de positif. Et que ce soit Camus, que ce soit Marc Aurèle ou Mark Manson, qui est un autre auteur dont je parlerai plus tard, ces 3 auteurs m'ont bien fait prendre conscience que l'ambition, c'est quelque chose qui te ronge également, qui peut te faire dévier. Alors là, il y a une citation de Camus qui est parfaite là-dessus, je ne peux pas dire mieux, donc je vais la citer. Il dit de même, tout l'effort du conquérant va dériver sur l'ambition, qui n'était qu'un chemin vers une plus grande vie. Alors Camus, en gros, il dit que l'ambition, c'est génial, parce que ça me permet d'être au top de sa forme, entre guillemets, dans un domaine. Donc c'est génial d'avoir de l'ambition, mais il ne faut jamais se laisser guider que par l'ambition, parce que à partir du moment où tu oublies pourquoi tu as de l'ambition, tu te perds. Si tu finis par avoir de l'ambition pour chercher la reconnaissance, pour être connu, ce genre de truc, t'es complètement perdu. C'est pas ça le but de l'ambition. L'ambition, ça doit juste être une manière d'aller explorer au fond le plus rapidement possible chaque domaine que tu vas explorer. Toujours dans cette idée d'explorer le champ des possibles, l'ambition, ça permet d'aller au plus profond de chaque chose que tu vas explorer. Enfin, 4e et dernier chapitre, le mythe de Sisyphe. Donc c'est le nom du livre et c'est le nom du 4e chapitre. Je vais vous lire les premières lignes de Camus sur ce chapitre qui expliquent véritablement l'histoire et la métaphore de Sisyphe. Les dieux avaient condamné Sisyphe à rouler sans cesse un rocher jusqu'au sommet d'une montagne, d'où la pierre retombait par son propre poids. Ils avaient pensé qu'il n'y avait pas de punition plus terrible que le travail inutile et sans espoir. Alors là, on voit directement le parallèle avec tout ce qu'on vient de voir sur les 3 premiers chapitres sur l'absence de sens dans la vie. Là, les dieux grecs qui ont condamné Sisyphe, pour eux, la pire punition, c'était de travailler inutilement et sans espoir. Pour expliquer rapidement qui est Sisyphe, donc dans les mythes gréco-romains, Sisyphe, c'est un personnage qui a défié les dieux et la mort. Après avoir enchaîné Thanatos, le dieu de la mort, il est emmené aux enfers. Et avant de mourir, il demande à sa femme de ne pas lui faire des belles funérailles. Comme ça, quand il arrive aux enfers, il va voir Hadès et il lui dit « Regardez, ma femme, elle m'a même pas fait de vraies funérailles, elle m'a même pas mis de pièces sur les yeux comme le faisaient les Grecs. Et c'est indigne de sa part, donc il faut que je retourne la hanter. » Hadès accepte, donc il repart pour hanter sa femme, soi-disant. Mais en fait, il va juste vivre, retourner sur la terre et il va pas revenir aux enfers. Donc là, les dieux se disent « Putain, lui, il essaie de nous arnaquer et il fuit la mort. » Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le condamner à monter une pierre sur une colline. Et puis chaque fois qu'il a fini de monter la pierre au sommet de la colline, la pierre va retomber en bas et il va devoir redescendre pour remonter la pierre, et ça à l'infini. Sisyphe, c'est donc le héros absurde par excellence qui a défié les dieux, qui a défié la mort et qui exalte la vie au maximum, qui savoure la vie au maximum. Et Camus nous dit, si ce mythe est tragique, c'est parce que son héros est conscient. Où serait en effet la peine si à chaque pas que fait Sisyphe, l'espoir de réussir le soutenait. L'ouvrier d'aujourd'hui travaille tous les jours de sa vie aux mêmes tâches et ce destin n'est pas moins absurde. Donc là, Camus fait un parallèle entre Sisyphe qui roule sa pierre et l'ouvrier qui travaille tous les jours. Et effectivement, l'ouvrier, souvent, il a de l'espoir d'améliorer sa condition de vie, ce genre de choses, etc. Et donc c'est pour ça que c'est un peu moins tragique et qu'on accepte en fait je dis l'ouvrier, mais ça marche aussi très bien pour les jeunes diplômés d'école de commerce et compagnie, qui vont travailler tous les jours en espoir de gagner plus ou d'avoir un avenir meilleur, etc. Et c'est cet espoir qui fait continuer à avancer les humains et qui fait que la vie n'est pas considérée comme tragique. Mais Sisyphe, lui, il est conscient de l'horreur et de l'infini et de l'absurdité de sa tâche. Et c'est ça qui fait que pour les dieux, c'est la pire punition possible. Mais justement, Sisyphe, il est conscient et il continue à avancer. Parce qu'il pourrait abandonner. On pourrait dire qu'à Sisyphe, il dit bon, bah, j'en ai marre, j'arrête. Et il continue à avancer alors qu'il est conscient.
Et donc c'est ça la morale de Camus, c'est ça tout le message de Camus, c'est qu'en fait Sisyphe il est conscient de sa condition, mais il avance quand même, il continue, il accepte l'absurdité de sa tâche. Donc pour terminer, je vais vous citer cette phrase de Camus qui finit l'ouvrage et qui résume parfaitement le but de ce traité. Lui aussi, donc il parle de Sisyphe, juge que tout est bien. Cet univers désormais sans maître ne lui paraît ni stérile ni futile. Chacun des grains de cette pierre, chaque éclat minéral de cette montagne, pleine de nuit, à lui seul forme un monde. La lutte elle-même vers le sommet suffit à remplir un cœur d'homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Ça, c'est incroyable, parce que en fait, tu t'imagines que Sisyphe est forcément malheureux parce qu'il est condamné à quelque chose d'horrible et que putain, à l'infini, ça se répète et qu'il ne peut pas changer et tout. Mais Camus nous dit justement, il faut imaginer Sisyphe heureux. Sisyphe, le fait de monter sa pierre, qu'elle redescende et refaire chaque fois cette tâche-là, rien que le fait de faire cet acte, ça le rend heureux. Et donc bien sûr, je pense que vous l'avez compris, Sisyphe, c'est l'image de l'homme qui en fait, peu importe ce qu'on fait, on roule notre pierre. Qu'on soit, comme je l'avais dit, PDG d'une boîte, qu'on soit SDF ou ce que tu veux, ou qu'on voyage partout, ou qu'on reste dans la même ville toute notre vie, on roule notre pierre, on avance notre vie elle avance, etc. Et on avance comme ça avec notre petite pierre. Et tout ce qu'on fait, ça n'a pas de sens. Enfin, on s'en fout. Enfin, peu importe ce que tu feras, on s'en tape. Et du coup, Camus nous dit, il donne une petite lueur d'espoir à la fin. Il nous dit, la vie n'a pas de sens, mais on peut très bien être heureux. Et c'est le cas de Sisyphe qui en apparence a une condition tragique, horrible, mais qui en fait peut être heureux parce qu'il se contente de sa tâche et qu'il est très heureux dans ce qu'il fait. Voilà, c'est fini pour ce résumé. C'était un livre incroyable, vraiment une énorme claque de cette année. Pour l'instant, j'ai eu 3 claques. Ainsi par les Zarathustra de Nietzsche, Le mythe de Sisyphe et Everything is Fucked de Mark Manson que je vais vous résumer juste après, que j'ai déjà lu. Et ce livre-là, Le mythe de Sisyphe, c'est incroyable parce que vraiment, moi, c'est tout ce que Camus dit là, je le vis depuis un moment et j'avais pas de mots pour l'exprimer. Là, vraiment, Camus a mis les mots sur ce que je pensais, sur ce que je ressentais, mon mode de vie dont j'étais personnellement convaincu. Je me rends compte qu'il y a d'autres gens qui l'ont déjà expérimenté avant. Ça fait trop plaisir de se dire waouh, vas-y, je suis pas chelou et tout. Genre, il y a déjà des gens qui ont eu ces réflexions. Bon, évidemment, j'ai pas l'orgueil de me dire que j'étais le premier à penser ça, mais voilà, de voir qu'il y a des gens qui ont déjà pensé ça, qui l'ont mis par écrit. Et donc, ça faisait vraiment plaisir de voir ça. Donc, j'ai dévoré ce livre, j'ai adoré ce livre, vraiment incroyable. Et je pense qu'il est super important pour tout le monde, pour déjà relativiser, prendre conscience de la non-importance de notre existence. Et une fois que tu as pris conscience de ça, en fait, tu es complètement libéré, tu n'as plus de poids, des responsabilités, de ce que pensent les autres de toi, etc. Tout ce qui est un peu lié au stoïcisme en général. Et du coup, ça te libère complètement. Et quand tu comprends que la vie est absurde, c'est à ce moment-là que tu commences vraiment à la vivre pleinement et à kiffer ta vie, à faire ce que tu veux, quand tu veux, à pas chercher une cohérence dans tes actes, passer de l'Afrique à l'Amérique du Sud en une semaine et vivre des expériences complètement différentes dans chacun de ces pays-là, devenir charpentier, puis derrière monter une start-up en intelligence artificielle. Vraiment, ça peut être tout et n'importe quoi, donc c'est vraiment trop cool. Et quand tu comprends ça et que tu comprends que le but de la vie, le but de l'homme absurde, c'est d'explorer le champ des possibles, bah franchement, tu trouves un sens à ta vie. Alors que le but, ouais, bon, bref, j'en suis pas plus. Si vous avez kiffé, mettez un petit like, partagez la vidéo à des gens qui pourraient être intéressés par ce livre. On se retrouve pour un prochain résumé de livre bientôt. Et bah, à bientôt, et devenez absurde, c'est le plus important.